Vous êtes sur Migration FM, une radio émettant depuis Montréal au Canada. Nous serons accompagnés tout au long de cette émission par le musicien camerounais Alessandro Douala-Douleur qui chante Travail émiré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Migration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada dans le cadre de cette émission hebdomadaire de ce samedi 11 janvier 2025, la première de l'année. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Sophie Ferrandine, gestionnaire de communauté de l'organisme à but non lucratif Québec Réunifié. Mais aujourd'hui, nous allons débattre autour du thème de la suspension du parrainage des grands-parents et parents par le Canada. Et bien entendu, nous aborderons aussi la démission du Premier ministre Justin Trudeau. Alors, mais avant de commencer, nous allons lire ce communiqué de presse de Québec Réunifié concernant justement cette suspension du parrainage des parents, grands-parents. Québec Réunifié dénonce la suspension des nouvelles demandes de parrainage pour les parents et grands-parents, exprime son profond désaccord avec la récente décision du ministre de l'Immigration d'imposer un gel sur les nouvelles demandes de parrainage pour les parents et les grands-parents. Cette mesure présentée comme une solution aux arriérés existants met en péril le principe fondamental du regroupement familial, un pilier essentiel des valeurs canadiennes. Ce gel arbitraire, décrété par directive ministérielle sans planification préalable ni mesure transitoire, suscite une vive inquiétude. Il risque de prolonger les divisions familiales et d'accentuer le sentiment d'injustice chez de nombreuses familles canadiennes. Rappelons que les personnes parrainées dans le cadre de ce programme représentent une proportion infinie de la population canadienne. Elles sont sélectionnées sur la base des critères stricts, notamment leur état de santé, garantissant qu'elles ne constituent pas un fardeau excessif pour notre système de santé. La souffrance humaine que cette décision engendrera est bien plus significative et les bénéfices qu'elle pourrait apporter au pays, affirme Marie G. Pilon, vice-présidente de Québec Réunifié. Québec Réunifié demande donc au gouvernement de revoir cette décision de mettre en place des mesures alternatives qui permettraient de résorber les arriérés sans sacrifier le droit des familles à être réunies. Signé Marie Gervais Pilon, vice-présidente de l'organisation à but non lucratif Québec Réunifié. Suspension du parrainage des parents et grands-parents. Le Canada a annoncé bien sûr le 14 janvier 2025 dans une mise à jour qui souligne les nouvelles sur l'immigration au Canada, la pause sur le parrainage en 2025. Une pause sur les nouvelles demandes de parrainage pour les parents et grands-parents. Le Canada n'acceptera donc pas de nouvelles demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents jusqu'à nouvel ordre selon une directive ministérielle. La directive ministérielle publiée dans la Gazette du Canada stipule que le gouvernement reste engagé en faveur du regroupement familial, mais qu'il se concentrera sur le traitement des demandes reçues l'année dernière. D'après cette directive, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, estime que cela soutiendra au mieux les objectifs du gouvernement en matière d'immigration et du regroupement familial. Autre sujet d'actualité, la démission du Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui a annoncé le 6 janvier sa démission comme chef du Parti libéral. Mais il dit rester en poste jusqu'à l'élection des remplaçants comme nouveau chef. Pour élaborer autour de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir sur nos antennes Madame Sophie Ferrandine, gestionnaire de communauté et de l'organisation à but non lucratif Québec Réunifié. Bien entendu, comme nous l'avons dit tantôt, nous attendons le retour de la vice-présidente Marie Pilon qui pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce tableau. Bonjour Sophie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va très très bien. Nous sommes dans la nouvelle année. Quels sont vos vœux, quelles sont vos attentes pour la nouvelle année? Mes vœux sont que tous, je m'excuse, j'avais une alarme pour l'entrevue. D'accord, c'est pas grave. Donc,
mes vœux sont que plus de familles soient réunies cette année que jamais, que nous portions notre combat toujours dans la paix, dans l'amour, mais que vraiment les choses changent pour le mieux dans la réunification familiale, surtout au Québec. Voilà, on continue notre combat. La bonne nouvelle, c'est que Marie vient de nous envoyer un message pour nous annoncer qu'elle arrive. Donc, elle sera là Yeah! d'un moment à l'autre. Nous allons continuer en attendant qu'elle vienne. Pas de problème. Nous allons continuer avec Sophie. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la suspension des demandes de regroupement, de réunification familiale en ce qui concerne les parents et les grands-parents? Apparemment, vous étiez dans ce processus de Oui. réunification familiale en ce qui concerne la maman de votre conjoint, c'est bien ça? Exact. Mon conjoint est cubain. Il vit ici avec moi depuis maintenant 1 an et demi. On est toujours en attente de sa résidence permanente. Par contre, il a maintenant un permis de travail et donc ça va bien. Par contre, c'est ça, notre projet était de pouvoir appliquer pour la résidence permanente pour sa mère, pour qu'elle puisse venir vivre avec nous. On a un petit bébé de 9 mois et donc on voulait qu'elle vienne pouvoir venir nous aider, vivre avec sa petite fille. Et donc voilà, ça nous a un peu choqués, beaucoup choqués en fait, et on se sent un peu laissé tomber, on se sent un peu désemparé aussi là de. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions, mais c'est comme on dit un bandage sur un gros bobo, puis c'est tout le temps du temps et des coûts supplémentaires pour essayer de trouver d'autres solutions à ça. Donc, la résidence permanente aurait été idéale. Donc, on va espérer que c'est pas pour toujours, cette décision-là. Donc, c'est un autre combat qui se rajoute en plus au combat du regroupement familial. Nous souhaitons la bienvenue à la vice-présidente de l'organisme à but non lucratif Québec Unifié. Elle nous a manqué pour un petit moment. Elle est là et donc ça nous fait du bien. Alors, bienvenue Marie. Merci beaucoup Norbert. Je m'excuse encore pour... c'est pas grave, avant que tu n'arrives, j'ai posé la question à Sophie. Quelles sont vos attentes pour la nouvelle année qui commence? Donc j'imagine que vous voulez ma réponse également. Bien entendu. J'ai beaucoup d'espoir pour 2025. 2025 a commencé de façon très positive pour les familles du regroupement familial. On a eu une très belle couverture médiatique dans les 2 dernières semaines. Donc, j'espère que ça continue dans cette direction-là. Évidemment, on est un peu dans une situation particulière parce qu'au niveau fédéral, on peut pas espérer de changement jusqu'en mars en raison des conditions de politique. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est dans ce combat. Ça peut pas durer éternellement. Donc, je reste positive et j'espère j'ai beaucoup de foi qu'on va réussir à avoir des avancées en 2025. Très bien, Marie. Pourriez-vous partager quelques initiatives récentes menées par Québec Unifié pour soutenir les familles touchées par la suspension des programmes de parrainage des parents et grands-parents? La question, c'est à Marie. On a commencé par faire des campagnes médiatiques. Entre autres, Sophie, comme elle vit cette situation-là personnellement, a été en mesure de poser des gestes un peu comme porte-parole ou comme porteuse de cet enjeu-là, ce qui est vraiment très précieux pour nous. On essaie toujours d'avoir des familles directement impliquées dans le dossier. Et puis évidemment, c'est un enjeu qu'on a commencé aussi à soulever dans d'autres situations. J'ai fait une entrevue à CJAD récemment, donc j'ai eu la possibilité d'expliquer, de défendre les grands-parents et parents. J'ai aussi eu la possibilité de faire un peu de travail d'éducation du public avec TVBL. On est en train présentement d'enregistrer une émission dans cet épisode pour la télévision des Basses-Laurentides qui va entre autres explorer le regroupement familial et comme cet enjeu-là vient de s'ajouter, on l'a rajouté aussi là à la liste des sujets. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir explorer plus avant là, avec les familles avec qui on fait l'enregistrement. Ma question s'adresse maintenant à Sophie. Vous l'avez tantôt souligné, mais je voudrais savoir comment percevez-vous l'impact de cette suspension sur le bien-être émotionnel et social des familles affectées au Québec?
Émotionnellement, c'est vraiment un choc difficile, surtout en début d'année comme ça, quand, comme Marie dit, on a beaucoup d'espoir pour 2025, mais pour les familles que ça concerne plus directement, comme nous, euh, c'est un choc émotionnel de notre côté, mais encore plus aussi, je crois, pour les parents et les grands-parents qui sont de l'autre côté à travers le monde, qui attendaient d'être réunis avec leur famille, de voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Pour plusieurs, ils n'ont pas été vus depuis plusieurs années. Donc, c'est un choc un peu d'apprendre ça, tu sais, à brûle pour point en début d'année. Mais donc, on garde espoir, comme Marie dit, on reste positif, c'est temporaire, c'est une décision qui, on croit, et moi, je pense que c'est très électoraliste, là, parce qu'on est dans un mouvement où on veut essayer de freiner un peu l'immigration au niveau des élections qui s'en viennent et tout. C'est sûr que c'est dommage qu'on ne saura probablement rien avant le printemps parce que le Parlement ne reprendra pas d'activité avant la fin mars, mais on garde espoir quand même que c'est quelque chose de temporaire et qu'on pourra, au niveau de Québec réunifié, continuer les communications positives avec le cabinet Miller et être capable de voir quelles sont les solutions qu'il propose en remplacement de ça. Est-ce que ce sera le super visa? Est-ce qu'il y aura une réactivation de l'espèce de loterie là, des parents-grands-parents qu'il y avait avant, comme comment ça fonctionnait? Donc, je dis pas qu'on se croise les doigts, mais moi, je me croise en tout cas personnellement les doigts qu'il y a quelque chose derrière ça, qu'ils ont un plan euh, pour les parents et les grands-parents, donc on demeure positif. Je présume que votre belle-mère n'a pas été du tout contente d'apprendre cette nouvelle. Ben, ma belle-mère, c'est ça. Ben, en ce moment, elle est un peu découragée parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit avec nous pour le temps des fêtes, pour Noël, pour le jour de l'an, pour qu'elle puisse voir enfin sa petite fille. Parce qu'on avait déjà appliqué pour elle pour un visa de visiteur en attendant qu'on soit éligible à la résidence permanente lorsque mon mari deviendra résident permanent lui-même pour pouvoir la parrainer, sa maman. Mais donc, c'est ça, c'est un peu décourageant parce qu'on a l'impression de se faire remettre un double bâton dans les roues. Déjà qu'il y a des délais avec les visas visiteurs, là, maintenant, elle reste un peu dans le néant au niveau de la résidence permanente. C'est sûr que ma belle-mère veut participer, elle veut travailler, elle veut être active dans la société québécoise, canadienne. Et là, si elle ne peut être ici qu'en visiteur, elle va être un peu sous notre c'est seulement nous qui va pouvoir la supporter. Donc, elle se sent un peu mal là-dedans elle se sent comme un poids pour nous, pour la famille. Euh, donc, malgré que nous, on tente de la rassurer que, tu sais, c'est correct et on va pouvoir la supporter, puis elle va être la bienvenue chez nous, puis elle va nous aider avec le bébé. C'est quand même difficile pour eux de penser qu'ils vont être un peu dans le néant et de ne pas pouvoir participer là, à la société activement, là. Mais Marie, on dirait que la catégorie de regroupement familial, c'est l'enfant mal aimé au niveau de l'immigration. Parce que hier, vous êtes en train de vous battre pour la réunification des familles qui n'avancent pas. Et puis, du coup, voilà une décision qui tombe, suspension du parrainage des parents et grands-parents. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Ben, moi, j'ai une lecture un peu particulière de cet enjeu-là parce que nous, on a beaucoup parlé, on a toujours considéré que les parents, grands-parents avaient un fardeau tel qu'ils étaient protégés dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Puisque avant la suspension du programme, il fallait quand même être sélectionné pas dans la loterie, ensuite il fallait faire l'application, il fallait aussi passer l'examen médical et pour les parents, grands-parents, le fardeau au niveau de l'examen médical est très élevé, c'est-à-dire que si on est jugé comme un fardeau excessif, on ne peut pas être parrainé dans cette catégorie-là. Fait que nous, on a toujours un peu considéré que ces gens-là étaient déjà suffisamment, entre guillemets, restreints dans leur capacité à avoir accès à la résidence permanente, qu'on a été un peu aveugle. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours pensé, ben, il y a tellement de restrictions, ça peut pas être pire. Évidemment, on vient découvrir que ça pouvait être pire. Je me pose beaucoup de questions. C'est quand même une suspension qui est à la grandeur du Canada. Pour ce qui est de l'ensemble, si la cible originale était à peu près à 40 quelques mille pour 38 millions de Canadiens. Là, ils ont baissé ça à 14 000 pour 2024 avec la suspension.
c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, je trouve ça très étrange. Comme Sophie dit, il doit y avoir probablement une stratégie de communication derrière ça, parce que au niveau de l'effet sur l'allègement du fardeau pour les Canadiens, c'est un effet qui est minimal, qui est vraiment très peu, très peu, qui est pas du tout, qui aura pas beaucoup d'impact. Et puis, on se rappelle que souvent, les parents, grands-parents vivent avec leurs enfants. Donc, eux non plus n'ont pas d'effet sur la crise du logement, dans la plupart des cas, du moins. Euh, Encore une fois, ceux qui viennent sont sélectionnés pour justement leur état de santé également, sont en état aussi probablement de contribuer, de travailler. J'ai moi-même dans mon environnement immédiat une amie qui a parrainé ses 2 parents. Et lorsqu'il y a eu des problèmes dans la famille au niveau de l'état de santé du conjoint, c'est les parents qui ont pris soin de l'enfant. Ce sont des personnes qui sont en parfait état de santé, ils prennent des marches, ils prennent le train, ils s'en vont voir leurs enfants dans une autre province. Je veux dire, il y en a pas de problème. Ces gens-là ne sont pas un fardeau, ce sont au contraire là c'est une plus-value pour la famille et ça permet aussi d'avoir la possibilité pour les enfants de voir leurs grands-parents, d'être avec leurs grands-parents. Et ça, c'est une plus-value immense pour ces familles-là. Donc, on souhaite fortement que Olivia ait la même chance parce que avoir les grands-parents dans son environnement, c'est une immense plus-value pour l'enfant. Et moi, je trouve que la douleur ou la souffrance que ça va imposer à ces familles-là est vraiment disproportionnée par rapport à l'allègement que ça pourrait apporter au fardeau de l'immigration que supposément l'immigration impose au Canada. Les auditeurs et auditrices ont posé beaucoup de questions et il y en a tellement. Nous allons commencer à les dérouler, sinon on n'en finira pas. Et c'est Antoine qui, depuis le Québec, pose la question suivante à vous deux. Et comment les citoyens et les communautés locales peuvent-ils soutenir et participer activement à vos efforts pour défendre la cause de la réunification familiale? Je commence par Marie, la vice-présidente. La première chose que les gens peuvent faire, s'ils ne le font pas déjà, c'est évidemment suivre nos réseaux sociaux, repartager nos publications. On est vraiment bénis des dieux parce qu'on a Sophie qui s'assure qu'on ait au moins 2 publications par jour de très haute qualité. Ce sont des publications qui ont pour but de sensibiliser la population générale, mais aussi les politiciens. Donc, si vous êtes là, vous nous écoutez, s'il vous plaît, suivez-nous sur tous nos réseaux et repartagez. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on va probablement reprendre les campagnes de lettres minimalement avec le provincial dans les prochaines semaines et via le fédéral aussi. Lorsque ce sera le cas, évidemment, de participer à ces campagnes-là, même si vous ne parrainez pas ou que vous n'êtes pas en attente de parrainage, vous pouvez participer. Nos lettres sont suffisamment génériques qu'un citoyen dit ordinaire peut les envoyer et c'est le volume qui compte avec les lettres. Plus on a de lettres qui sortent, plus ça a de l'effet. Et quand on avait des moments où les gens étaient très participatifs dans les campagnes de lettres, moi je recevais des commentaires là, des députés qui sont nos alliés qui disaient oui, continuez, ça marche bien, les secrétaires sont débordés, ça se parle à l'Assemblée nationale, ça se parle au Parlement. Donc vraiment, quand on a des envois de masse qui ont lieu, ça marche. Faut vraiment pas lâcher ce piton-là. Et puis évidemment, quand on fera des événements, parce que nous allons continuer d'en faire, juste de se présenter, de participer, de venir nous voir pour montrer que c'est tout le monde là, qui est touché par cet enjeu-là. Sophie, vous êtes gestionnaire de la communauté Québec Unifié. Et puis les auditeurs, les citoyens voudraient savoir comment participer et puis contribuer activement à la bonne marche de votre organisation. Comme Marie l'a dit, là, et je le répète, mais les gens peuvent penser que c'est un geste qui est insignifiant ou qui n'a pas de portée parce que c'est pas visible et ça n'a pas nécessairement une répercussion qui est immédiate. Donc, mais lorsqu'on publie chaque jour, nous, on travaille tous bénévolement, bien sûr, chez Québec Réunifié. On travaille fort à faire des publications, des recherches, publier les articles pertinents. Donc, et les nouvelles et à essayer de motiver les troupes. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une publication, donc vous pouvez nous suivre. On a un Twitter, donc X, anciennement connu sous le nom de Twitter. On a Facebook, on a Instagram, on a LinkedIn et
tout bientôt, on va même lancer notre chaîne TikTok. Donc, on veut être le plus présent possible et lorsque les gens partagent le plus massivement possible, ça prend 2 secondes. Vous faites seulement vous abonner à nos pages et vous pouvez activer les alertes sur les médias sociaux. Comme ça, à chaque fois que Québec Réunifié fait une publication à ce moment-là, vous pouvez tout simplement un petit cœur, un petit like, un petit pouce, une sauvegarde, ça aide aussi, un partage dans votre story, un partage sur votre page personnelle. Donc, lorsque vous partagez, que vous sauvegardez, que vous likez, aimez les publications, à ce moment-là, plus il y en a, plus l'algorithme de ces médias sociaux-là va remonter nos publications en priorité et les partager avec de plus en plus de gens exponentiellement. Donc, à ce moment-là, plus les gens aiment, plus les gens partagent, plus les médias sociaux vont nous aider avec l'algorithme et partager à une plus grande population, un plus grand public. Et donc, ça nous aide énormément. Donc, si vous pensez que ça fait rien, c'est pas vrai. Plus vous le faites, plus vous nous aidez. Et donc, si vous me dites, j'ai pas le temps, moi, d'aller manifester, j'ai pas le temps de faire ces choses-là, d'envoyer des lettres, ben juste faire ça, aimer nos publications puis les partager, vous nous aidez parce que, comme Marie l'a dit, la force est vraiment dans le nombre. Et la lettre, Marie travaille très fort les lettres, les campagnes à les écrire et on fait des liens où les gens n'ont qu'à cliquer et le email s'envoie tout seul à tous les députés fédéraux et provinciaux. Ça prend une petite minute de votre journée et la lettre est envoyée. Et donc, vraiment, on a vu que ça a des résultats. Donc, c'est des petites participations, mais que plus les gens sont présents avec nous pour le faire, plus ça va fonctionner. Lucas depuis J'aimerais juste ajouter. Laval ne digère pas toujours la suspension des parrainages des parents, grands-parents, et puis pose la question encore à Sophie. Comment cette décision influence-t-elle la perception du Canada comme pays accueillant et axé sur les valeurs familiales? Juste me reposer la question, ça a coupé une petite seconde. Oui, c'est que Lucas voudrait savoir comment cette décision de la suspension du parrainage des parents et grands-parents pourront-elles influencer la perception du Canada comme pays accueillant et axé sur les valeurs familiales? Est-ce que c'est pas une contradiction par rapport à ces principes-là? Oui, c'est un peu négatif à cet aspect-là parce qu'on a toujours été reconnu et M. Trudeau a toujours été très fier de ça dans les dernières années comme un pays accueillant. On a fait tellement d'accueil les Ukrainiens, les Syriens, dans toutes les crises, on est présent. On est un pays aidant, comme on vient juste d'aller envoyer des avions pour les feux à Los Angeles. Donc, c'est un peu contradictoire, effectivement. C'est pour ça que nous, on est tous surpris. On est un pays qui, normalement, priorise la famille. Donc, j'ai pas d'autre réponse à ça que d'espérer qu'il y a un plan derrière tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. On va le voir probablement plutôt vers la fin mars, lorsque le Parlement va reprendre ses activités, lorsqu'on aura un nouveau chef. Et nous, chez Québec Réunifié, on va vous rassurer en vous disant que on va reprendre les communications avec les cabinets pour essayer de comprendre la situation et on garde toujours, suite à ces rencontres-là avec les cabinets du ministre Miller, on a une bonne relation avec eux. On va essayer de vous donner le plus de nouvelles possibles après quand tout ça va se démêler, là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est la grande mêlée de juste élire un nouveau chef, là. Mais donc, d'ici le printemps, on aimerait ça avoir des nouvelles pour vous de c'est quoi leur plan derrière tout ça, parce que c'est très surprenant de voir à quel point là, ils nous ferment les portes sur la famille. Là. Je pense que Marie avait un petit point à ajouter. Oui. Oui, je veux juste ajouter quelque chose parce que moi, je trouve ça un peu choquant aussi parce que spécifiquement suspendre les parents, grands-parents, ça envoie un message aussi troublant parce que les personnes qui parrainent un parent ou un grand-parent vont d'office, de facto, être des personnes qui sont, en guillemets, des citoyens par acquisition ou des résidents permanents. Évidemment, on va avoir des personnes comme Sophie qui ont épousé un citoyen par acquisition ou un résident permanent, mais ça veut dire que le message que le Canada envoie aussi, c'est de dire si tu n'es pas un citoyen de naissance né au Canada de parents canadiens, ta famille est moins importante. Et je trouve ça très choquant. Vraiment.
Ben, et puis c'est Nicolas de Trois-Rivières qui vient poser la question à Marie. Il veut savoir, pensez-vous que cette démission pourrait, la démission de Justin Trudeau, bien entendu, pensez-vous que démission pourrait entraîner un changement de direction ou d'approche dans la gestion des dossiers d'immigration au Canada? Bien entendu, la catégorie de regroupement familial. Est-ce que vous pensez vraiment que cette démission viendra impacter positivement sur la catégorie de regroupement familial avec tout ce qui est autour de tous les problèmes que cela engendre. Marie? Je m'excuse, c'est une question pour moi, ça? Oui, c'est une Oui. question pour toi parce que l'auditeur OK. qui a Trois-Rivières OK. veut savoir si la démission de Justin Trudeau viendra impacter positivement sur le traitement des dossiers de parrainage des familles et des parents, grands-parents. Ben, dans un premier temps, on a une garantie, c'est qu'il se passera absolument rien jusqu'à mars, parce que le Parlement est prorogé jusqu'à mars. Donc, c'est sûr que entre maintenant et le mois de mars, c'est certain qu'il y aura aucun changement. Ça, c'est une garantie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, je vais laisser ça à l'interprétation de l'auditeur. Bon, après, les politiques d'immigration, ce sont des politiques de parti. Donc, le premier ministre n'est pas la raison ou la source de la politique du parti, parce que c'est une ligne de parti. Après, on va devoir voir qui est le nouveau chef du Parti libéral. C'est sûr que le nouveau chef va avoir ses propres lignes. Historiquement, le Parti libéral est quand même pro-immigration, donc on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement trop drastique. Mais on est en 2025 et on a eu énormément de surprises au cours des derniers mois, donc j'ose pas dire qu'on peut rester rassuré. Par contre, le regroupement familial reste quand même la catégorie la plus saine, la plus facile à, pardon, la plus facile à défendre. Donc, j'ai espoir que notre catégorie subira des impacts moindres si c'est le cas. Marie et Sophie, lors de sa dernière conférence de presse, le chef du Parti conservateur a martelé à plusieurs reprises que tout était hors contrôle. Tout était hors contrôle. Et ça dit que le regroupement familial au Canada sous Trudeau est aussi hors contrôle, c'est ça selon vous? Est-ce que vous pensez que les conservateurs au pouvoir feront mieux? Ben, je peux prendre la parole en premier. Je suis sûre que Marie, t'en as Oui, beaucoup vas-y à dire Sophie. là-dessus. Ouais, Je vais garder ça bref parce que je sens le bouillonnement dans Marie. Euh, je pense que de façon générale, M. Poilievre aime dramatiser. Et sa ligne de parti personnel, c'est de toujours attaquer. Sa tactique, c'est l'attaque constante. Mais il n'a jamais de solution. Donc, moi, quelqu'un qui ne fait qu'attaquer et dire vous êtes pas bon, vous faites ci pas correct, c'est le bordel chez vous, mais que vous m'arrivez pas avec des solutions concrètes à comment vous allez régler le problème, Monsieur Poilievre, directement. Euh, Honnêtement, je prends pas ses paroles au sérieux dans ce sens-là. Je pense que c'est juste sa méthode d'élection, de toujours attaquer. Est-ce que ça va être mieux si il devenait notre chef aux prochaines élections? Je pense pas, honnêtement. Donc, je pense pas que ça soit la bonne direction dans laquelle aller. Cela dit, les conservateurs, moi je terminerai là-dessus, sont quand même un parti qui ont la famille à cœur. Donc je pense que nous, de notre côté, seulement le regroupement familial, on serait les moins impactés si on a un gouvernement conservateur. Mais au niveau des autres regroupements d'immigration, c'est sûr que c'est un peu, je cacherai pas que pour moi personnellement, c'est épeurant. Donc je laisse Marie, la parole à ton Marie. avis là-dessus? Ouais, je partage l'analyse de Sophie dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Sophie que le regroupement familial, s'il est impacté, subira l'impact le moindre de tous les impacts qu'on pourrait observer sous un gouvernement conservateur. Après, il y a beaucoup de pièces mouvantes dans le puzzle qu'on est en train de commenter.
Le premier, c'est est-ce qu'on parle d'un gouvernement majoritaire ou d'un gouvernement minoritaire? Si on a un gouvernement minoritaire, d'abord, dans un premier temps, les groupes de défense de droit comme nous, on aime ça, les gouvernements minoritaires, ça nous donne un bon levier, on aime ça, donc on doit souhaiter un gouvernement minoritaire quel qu'il soit. Donc, s'il y a un gouvernement minoritaire, ça nous donne l'opportunité de faire des représentations, d'aller chercher des appuis chez les députés de l'opposition, quelle qu'elle soit, pour justement faire pression sur le gouvernement minoritaire. Donc ça, c'est une première chose qui veut dire que pour nous, en termes de stratégie, ça pourrait être très intéressant. Si on parle d'un gouvernement majoritaire conservateur, effectivement, alors dans un premier temps, Pierre Poilievre lui-même est marié avec une Canadienne d'origine vénézuélienne. Donc, ça pourrait proposer l'idée qu'il y aurait un biais positif envers le regroupement familial pour les conjoints. Ensuite de ça, il y a quand même la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui protège le droit des enfants d'être réunis avec leurs parents. Donc, on peut espérer que les enfants mineurs seront protégés. Les parents-grands-parents sont déjà suspendus, donc il n'y a pas vraiment plus qui pourrait être fait pour réduire l'impact sur les volumes d'immigration de cette catégorie-là. Moi, j'ai quand même bon espoir avec un gouvernement conservateur, surtout que historiquement, pendant la pandémie, quand les couples non mariés faisaient des représentations auprès du gouvernement libéral minoritaire à l'époque, c'était des députés conservateurs qui défendaient ces familles-là, qui ont participé activement aux démarches. À l'époque, c'était le groupe Faces of Advocacy, qui est un groupe ontarien qui faisait des représentations. Ils ont participé activement, ils ont été vraiment très, très proches des familles à ce moment-là. Et beaucoup de députés qui vont participer à ces efforts-là à l'époque sont encore députés aujourd'hui. Donc, on peut espérer qu'ils seront évidemment réélus dans leur circonscription respectives aux prochaines élections. Fait que moi, je ne vois pas ça pour le regroupement familial dans une lumière particulièrement négative. Par contre, effectivement, je pense qu'on doit s'attendre à un resserrement des critères, un resserrement des quotas pour toutes les autres catégories d'immigration. Je pense que ça, c'est probablement inévitable. Je m'attends surtout à voir les étudiants étrangers en souffrir le plus. Évidemment, ils sont déjà sous pression au Québec, pareil pour les économiques. Donc, le Québec ne verra probablement pas une grosse différence. Mais pour le reste du Canada, ça pourrait effectivement être une différence importante. Dernière question pour Sophie avant de prendre une petite pause musicale. En tant que gestionnaire de communauté, quelle stratégie utilisez-vous pour engager et soutenir les familles confrontées aux défis liés à l'immigration de parrainage? La question est de Thomas depuis Drummondville. Merci Thomas. La stratégie actuelle est vraiment de demeurer présent. Donc, comme Marie disait tout à l'heure, on publie au moins deux fois par jour. On va réactiver les machines là en 2025. On essaie aussi beaucoup d'engager les gens. Ça a quand même bien fonctionné. On a eu deux petites campagnes à la fin 2024 en collaboration avec The Gazette et La Presse où on avait demandé à des membres de Québec réunifié de nous envoyer leurs témoignages. Donc, ils nous ont écrit des belles histoires et elles ont été récemment publiées, une en anglais dans The Gazette et une dans La Presse. C'était hier, hein, Marie? Je crois que c'est sorti hier dans La Presse, l'histoire d'Hélène. Donc, on va réengager ça parce que ça fonctionne vraiment bien. Les gens, les journalistes, les médias participent avec nous. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un peu un feu de broussaille. Hein? Donc, quand on a quelqu'un qui témoigne, qui a son histoire qui est publiée dans un média quand même d'envergure comme The Gazette ou La Presse, ben là, tu as d'autres journalistes qui vont s'intéresser et qui vont peut-être vouloir faire d'autres reportages, d'autres entrevues, et ça déboule comme ça un peu, ça fait boule de neige, et donc, ça nous aide beaucoup. Donc, en ce moment, la stratégie, c'est vraiment d'engager nos participants à nous écrire et on leur offre même de nous
nous envoyer leurs histoires, leurs lettres, et qu'on puisse avec eux travailler soit à les corriger, à les rendre un peu plus intéressantes, à rajouter des détails, ou à traduire en anglais s'il le faut, et pour envoyer ça aux médias et essayer le plus possible de faire publier des témoignages et d'engager les journalistes avec nous, là. Ça fonctionne vraiment bien en ce moment. On a eu un beau départ, comme le dit tantôt Marie, là-dessus. Nous allons marquer une pause musicale et nous revenons juste 2 minutes après. Mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Viamboka, mobaya ezali pasi mingi, kasi nyoso, yoko salai, ezali, nako putandako, oh, bona kosomba biloko ya kolea, oh, bona kisi, ya pharmacie. Tu ne peux même pas faire l'économie, tu ne peux pas faire l'économie. Économie n'endako esalite, économie. Aïe, aïe, aïe. Pauvres immigrés. Pourtant, c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Oweni, Oweni, Lokolende we. Oweni, Lokolende we. La terre est encore terre. Tout le monde était frère. Mais maintenant c'est parti. À tous mes amis de taxi, balancez la sauce. Mais bien sûr, Toboïté, Toyaka wana koyuka nkunda. Tolobani nulo, kunde ezali partout, ata wana Afrika, ezali, okende wana, ezali. Nyonso bosalaka kuna, etingalaka kaka kuna. Lokuta te. Metro, boulot, dodo. Metro, boulot, dodo. Metro, boulot, dodo. Bienvenue. Vous êtes sur Migration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada, dans le cadre de cette émission hebdomadaire du 11 janvier 2025.
autour du thème suspension du parrainage des parents, grands-parents au Canada et la démission du Premier ministre Justin Trudeau en vue. La question, Marie, en quoi la démission du Premier ministre pourrait-elle avoir un impact sur les politiques d'immigration et de réunification familiale? Cette question est de Karine depuis Gatineau. Marie? Oui, merci Karine pour la question. Je vais y répondre très rapidement parce que je pense qu'on a déjà fait un peu le tour. Essentiellement, la démission du premier ministre en soi ne devrait pas avoir d'impact parce que les politiques d'immigration sont des politiques de parti. Donc, on est en droit de s'attendre à ce que les changements, quels qu'ils soient nominaux. Bon, après, historiquement, les libéraux sont en faveur de l'immigration. C'est sûr qu'on est dans un climat anti-immigration en ce moment. Est-ce que ça va se durcir du côté des libéraux? C'est une possibilité. Mais si durcissement il y a, on ne le verra pas avant que le prochain chef libéral soit élu par les membres du parti. Et aussi, on ne le verra pas tant que les politiques ne seront pas en place. Et ça, ce sera après la reprise de la Chambre en mars et plus vraisemblablement après les prochaines élections, si gouvernement libéral il y a. Question d'abord à Sophie et ensuite à Marie. Des Canadiens et des Canadiens commencent à réagir négativement face à l'immigration. Est-ce que cela peut constituer un obstacle aux procédures de réunification familiale avec l'arrivée des conservateurs, Marie? José? Sophie? Ça a un impact négatif, oui, parce qu'il y a une grande influence, là. On a vu ces mouvements-là en Europe avant, aux États-Unis, beaucoup avec l'arrivée de Trump maintenant et tout. Donc, c'est sûr que ça a une influence directe de nos voisins au Canada. Et on a des tendances anti-immigration. L'objectif aussi va être, et surtout avec le lancement cette année de notre TikTok, de faire des vidéos informatives beaucoup, et ça va être aussi la stratégie au niveau des médias sociaux, de démystifier beaucoup le regroupement familial, parce qu'on est vraiment une catégorie à part. Comme le dit Marie tout à l'heure, on est vraiment une goutte d'eau là dans tout ça. On n'est pas beaucoup de gens, et les gens dans le fond nous placent en ce moment l'immigration tous un peu tous les œufs dans le même panier et considèrent que nos époux, les parents, les grands-parents, ça coûte de l'argent à la société, ça coûte de l'argent aux citoyens, les payeurs de taxes, et qu'ils nous volent des logements, et ils nous volent du travail, et tout ça, ce n'est pas vrai. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va devoir démystifier beaucoup cette année pour vraiment que les gens comprennent qu'il y a plusieurs catégories d'immigration, qu'il y a des processus qui sont très différents, et que dans notre catégorie, on est c'est très rigoureux le processus. Donc, il y a des visites médicales et tout. Donc, c'est pas des gens qui vont arriver ici puis qui vont immédiatement se ramasser hospitalisés et puis prendre des ressources au niveau des hôpitaux et tout ça. C'est des gens qui vont venir apporter des plus-values, comme disait Marie tout à l'heure, à notre société au niveau du manque de main-d'œuvre qu'on vit encore au Québec, au Canada, qui ont déjà des professions dans leur pays. Et aussi, ils viennent vivre chez nous dans nos logements. Donc, c'est nous qui les hébergeons, qui les soutenons. Donc, c'est pas une catégorie qui doit être prise comme les autres, comme les réfugiés, comme les travailleurs temporaires et ces choses-là. Donc, ça va être ça un peu la stratégie de démystifier et de faire comprendre à la population que c'est pas nous, c'est pas cette catégorie-là qui est la menace en tant que telle, là. Comme quoi, Québec unifié a du travail sous la planche. Alors, oui. Marie, est-ce que, en prélude à l'arrivée des conservateurs et puis à l'élection de Trump, est-ce que l'organisme à but non lucratif Québec unifié a déjà pensé aux campagnes de plaidoyer auprès des élus conservateurs pour leur expliquer la situation et puis voir dans quelle mesure la bombe pourrait être désamorcée si jamais il y en a une? Oui, c'est déjà un plan auquel on a travaillé. Vous savez probablement qu'on a aussi un partenariat avec Ryan Affaires publiques, entre autres, qui sont extrêmement solidaires et qui nous donnent du temps pro bono à tous les mois pour nous aider dans nos représentations auprès des différents acteurs politiques. Donc, on va continuer à travers ce partenariat avec Ryan à faire donc des approches maintenant au niveau des conservateurs, mais on a aussi
l'immense chance d'avoir un autre partenariat, d'avoir des alliés dans le reste du Canada. J'ai mentionné tout à l'heure Faces of Advocacy. Moi, je les connais très bien personnellement parce que avant de faire la campagne avec Québec Réunifié, j'ai fait la campagne avec eux. Donc, on a une porte d'entrée via leur fondateur, David Edward Holcomb, qui va pouvoir nous aider aussi à rentrer en contact avec là, des élus clés qui vont pouvoir nous peut-être nous faire des introductions auprès du caucus ou minimalement là, nous aider à faire les représentations nécessaires pour que on soit bien vu et bien compris des élus conservateurs. Et il y a Elise depuis Montréal qui aimerait sur votre qui voudrait avoir plus de précision par rapport à votre réponse. Elle pose la question suivante. Comment Québec Réunifié collabore-t-il avec d'autres organisations ou groupes d'intervention pour renforcer son plaidoyer et atteindre ses objectifs? Donc, on en a plusieurs. Donc, j'ai mentionné Faces. Évidemment, on a notre partenaire, comme tu dis toi-même, Norbert, à vie, avec Immigration FM. Donc, on a notre magnifique partenariat avec Immigration FM, mais on a aussi des partenariats avec d'autres organisations. On travaille étroitement avec la table de concertation des organismes d'aide aux immigrants, la TCRI. On a aussi un partenariat très proche avec le Québec C'est nous aussi, qui défend les droits des personnes immigrantes et que vous avez déjà reçu ici à Immigration FM. On collabore avec eux très régulièrement. Et puis aussi, dans les Basses-Laurentides, on est en train de développer des partenariats avec, entre autres, le Coffret, qui est à Saint-Jérôme, et avec ABL Immigration, qui est à Sainte-Thérèse, que j'ai eu le plaisir, moi, de rencontrer cette semaine. Donc, on fait on travaille avec différents organismes pour essayer de rester visible. On a aussi des liens avec l'Acadie, qui sont toujours très solidaires. De Maître Maxime Lapointe qui est encore dans le portrait, entre guillemets. Là, on dialogue occasionnellement. D'ailleurs, je dois prévoir une rencontre avec lui bientôt pour travailler sur 2025. Donc, on a différents acteurs autour de nous là, avec qui on va pouvoir travailler pour justement là, réduire les impacts là, pour 2025, pour faire en sorte que les familles soient le mieux traitées possible. À Sophie, maintenant, c'est vrai que la question a déjà été répondue, mais Ahmed, depuis le Québec, demande quels sont les impacts immédiats à long terme que cette suspension pourrait avoir sur les familles immigrantes au Canada. Oui, c'est sûr que pour l'instant, moi, j'essaie de voir ça à court terme le plus possible. Donc, je me dis que d'ici mars, là, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est sûr qu'il n'y aura aucun changement avant la reprise, vu que le Parlement est prorogé. Mais donc, je ne m'attends pas aussi à voir d'autres changements non plus, honnêtement. Avant les prochaines élections. Là. Je pense que ça va rester assez status quo là-dessus. Mais j'aimerais savoir s'ils ont un plan derrière tout ça encore une fois. Donc, c'est sûr que lorsque les activités du Parlement vont reprendre et qu'il y aura un nouveau chef, on va demander une rencontre avec le cabinet Miller pour en savoir plus. Donc, pour l'instant, l'impact est qu'il va falloir se retourner vers le super visa, qui est la seule autre option possible. Donc, il faut quand même que la personne qui demande à faire venir un parent ou un grand-parent soit citoyenne ou résident permanent. Donc, pour faire la demande, pour faire venir son parent, et le parent doit être à l'extérieur du pays. Donc, il ne peut pas être ici pour faire ce type de demande-là déjà. Donc, une fois que ces conditions-là sont remplies, on peut demander un super visa qui demande aussi une visite médicale. Donc, ça ressemble un peu à une demande de résidence permanente à ce sens-là où il y a une visite médicale à faire. Et ensuite de ça, on doit, par contre, ce qu'on me confirme, ce que j'ai vérifié, c'est que quand même les délais d'attente pour obtenir un super visa pour la plupart des pays devraient être moins longues que l'attente pour un visa visiteur. Par contre, donc c'est ça, c'est des critères qui sont quand même serrés, mais l'obtention du super visa fait que la personne obtient un visa qui est bon pour 10 ans. Et ensuite de ça, peut venir ici, le parent ou le grand-parent peut venir et rester pendant une période jusqu'à 5 ans.
Donc, c'est quand même bien, sauf que quand il arrive ici, ben, il peut pas travailler, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, il n'y a pas de RAMQ, il n'y a pas d'assurance médicale. Donc, il faut s'assurer de tout ça pour la personne. Mais c'est quand même un pansement qu'on peut utiliser en attendant. Il y a quand même une petite porte de sortie en attendant qu'on en sache plus sur cette mesure-là. Marie-Isabelle depuis Rimouski veut savoir quelle action concrète Québec Unifié et d'autres organisations similaires peuvent-elles engager pour contester cette décision et défendre les familles concernées? Ah, c'est une question difficile parce que, comme la suspension des parrainages est une décision politique, il n'y a pas vraiment de recours juridique à ma connaissance. Et là, je dis ça en toute humilité, je ne suis pas avocate, je ne suis pas membre du barreau, mais à ma connaissance, il n'y a pas de façon juridique, par exemple, de contester des décisions politiques. Donc, il faut se tourner vers l'opinion publique. C'est ça la stratégie. Il faut donc parler avec les journalistes, faire des entrevues, faire des publications sur les réseaux, s'assurer donc de faire de l'éducation du public parce que, comme le disait Sophie, il y a beaucoup de faux mythes, il y a beaucoup de préjugés sur le regroupement familial, que ce soit les conjoints, les enfants, mais aussi les grands-parents, et particulièrement les grands-parents, en fait, et les parents, sont vraiment la sous-catégorie de regroupement familial qui est la plus... qui est, à mon point de vue, là, la plus durement touchée par les préjugés. Donc, il va falloir faire beaucoup d'éducation du public pour que l'opinion publique puisse, à ce moment-là, appuyer les familles. Et c'est à travers l'opinion publique qu'on va pouvoir faire renverser la vapeur. Mais pour ça, encore une fois, il faut vraiment un engagement du membership. Il faut que les membres participent. Il faut que les gens, entre guillemets, aussi, en français, en anglais, je dirais, they have to advocate for themselves also. Il faut vraiment que les gens aussi prennent leur propre défense, se mettent de l'avant, écrivent aux journaux, publient sur les réseaux, appellent leurs députés, envoient des lettres à leurs députés. C'est toutes ces actions-là qui éventuellement vont poser des gestes et surtout de faire de l'éducation du public, donc de parler autour de soi pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je ne doute pas que Sophie et moi avons toutes les deux eu à expliquer aux gens que nous avons épousé un étranger et que notre étranger est une personne parfaitement convenable, qui ne nous exploite pas, qui n'est pas ici pour pour euh, pour une résidence permanente, mais bien pour être avec nous, etc., etc. On a eu à faire ce travail d'éducation-là personnellement, mais tout le monde doit faire ce travail d'éducation-là vis-à-vis la catégorie qui les touche, que ce soit les parents, les grands-parents, les enfants, les conjoints, pour qu'on puisse effectivement là gagner l'opinion publique. Parce que l'opinion publique en ce moment, tout ce qu'ils voient quand ils voient regroupement familial, c'est oh mon Dieu, encore des étrangers, qui font venir des étrangers? Non, 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 c'est pas ça. On est des personnes intégrées, on vit ici, certains d'entre nous sont nés ici, et on a simplement de la famille à l'étranger avec qui on a le droit de vivre. C'est très simple, très, très, très intuitif, mais c'est pas assez reconnu. Donc, on doit continuer de pousser ce message-là jusqu'à ce que ça rentre. C'est de l'enseignement dans sa plus stricte définition, c'est la répétition ad nauseam jusqu'à ce que ça rentre dans la tête des gens. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, mais exceptionnellement, nous allons forcer la main à la régie d'antenne parce que les auditeurs et les auditrices ont posé beaucoup de questions et il y en a quelques-unes encore. Nous n'allons pas les censurer, c'est interdit, c'est la liberté d'expression. Par contre, ce que je demande à nos invités, c'est d'être un peu plus concis et précis dans les réponses pour pouvoir amener la régie d'antenne à être un peu plus clément vis-à-vis de nous. Alors, la prochaine question, c'est Julie depuis Laval. Pourriez-vous partager à vous deux quelques initiatives récentes menées par Québec Unifié pour soutenir les familles touchées par la suspension des programmes de parrainage des parents et grands-parents? D'abord, Sophie. On n'a pas eu d'action concrète, par contre, c'est-à-dire très médiatisée, là.
il y en a une que moi, j'ai personnellement fait une petite entrevue avec la CBC récemment, qui a passé à la radio très tôt le matin. Elle va être publiée bientôt sur nos réseaux sociaux, donc vous allez entendre ça. Donc, on commence à contacter les médias et à essayer de faire une petite boule de neige avec ça, de un. De deux, on a voulu rapidement, Marie a fait un communiqué à nos membres, sur notre groupe Facebook, sur nos groupes WhatsApp, et on a vraiment rassuré nos membres rapidement en disant, il n'y aura aucun autre changement, là, rassurez-vous pour l'instant. C'était surtout, en fait, la démission de Justin Trudeau qui a vraiment inquiété, là. Donc, on a rassuré rapidement et on a rassuré rapidement en disant aussi qu'on allait contacter le cabinet Miller et savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, que c'était pas permanent. Donc, c'est jusqu'à nouvel ordre. Ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, de ne pas paniquer avec ça, c'est jamais la solution. Mais notre stratégie, c'est toujours les médias. Donc, on a déjà quelques entrevues de fait et celle d'aujourd'hui. Donc, on continue avec ça pour essayer de mettre ça sur les réseaux. Donc, contactez vos journalistes, écrivez à la presse, écrivez à vos journaux préférés, à vos médias et faites du bruit avec ça. C'est ce qu'il faut faire, c'est l'opinion publique. Madame la vice-présidente? J'abonde dans le sens de Sophie. Je vais juste rajouter, il faut pas oublier non plus les petits journaux, les petits médias de région. L'opinion publique se forme aussi à travers ces petits médias-là. On a entre autres eu Christine de la Table Ronde qui a réussi à se faire passer en entrevue au journal de Chambly pour son cas. Ça a quand même fait boule de neige, ça s'est quand même rendu au bureau du ministre. Donc, contactez aussi vos journaux régionaux, vos télévisions régionales. Il y a du travail à faire aussi pour sensibiliser les gens qui sont pas dans la grande ville de Montréal, parce que Montréal est généralement plutôt sympathique à l'immigration, mais c'est en région qu'il faut aller chercher là, des appuis, donc aussi aller chercher ces appuis-là dans vos coins respectifs là, si vous êtes en dehors de Montréal. À Sophie, Carole depuis Rimouski pose la question suivante. Quel rôle jouent les témoignages ou les récits personnels dans la création de solidarité et la promotion des efforts de plaidoyer au sein de votre communauté? C'est vraiment important. On a vu l'impact majeur que ça a eu. Juste récemment, j'utilise l'exemple justement de l'article qui est sorti, qui est paru dans la presse hier avec l'histoire d'Hélène Boissonneau, qui a partagé son histoire. C'est une ex-militaire. J'ai vu l'article être partagé partout, par plein de gens, des gens que je connaissais même pas, par d'autres organismes que Québec Réunifié, par des consultants en immigration. Donc, l'article a été vraiment beaucoup partagé et lu. Et donc, ce que ça fait d'un niveau santé mentale beaucoup aussi, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on se sent souvent très seul. Et les témoignages sont importants pour que les gens dans la communauté qui sont concernés par le regroupement familial, par ces délais-là, sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'on partage leur histoire, qu'on partage leur souffrance. Et donc, ça les incite aussi à vouloir partager leur histoire. Des fois, on a peut-être peur. Donc, ce que ça fait, c'est que d'autres gens sont venus nous contacter dans Québec Réunifié pour dire comment moi je peux partager mon histoire, où j'écris, qu'est-ce que je fais. Je suis pas bonne en écriture. Alors, on leur a proposé, Marie et moi, écrivez-nous, envoyez les courriels, on va vous aider avec vos textes, on va les partager. Donc, ça motive les gens et ça les rassemble et on se sent beaucoup moins seul. Et dans cette cause-là, c'est ce qui est le plus important, c'est de pas se sentir seul. J'aimerais ça ajouter quelque chose très brièvement aussi. Quand on fait des événements en personne, c'est aussi l'occasion de témoigner. J'ai commencé à faire ça quand moi je vais dans des événements, je fais des entrevues avec les personnes qui sont présentes pour qu'ils partagent leurs témoignages. Ça nous donne du contenu vidéo que Sophie peut ensuite remettre sur les réseaux sociaux. Et ça permet à ce moment-là aussi de porter les histoires des membres et des familles au-delà du vécu personnel. Donc, vraiment partagez vos histoires, c'est le plus important. Nous sommes aussi prêts à publier tous ces contenus sur les réseaux sociaux d'Immigration FM. Question pour Sophie. Existe-t-il des alternatives pour des familles qui souhaitent parrainer les parents ou grands-parents malgré cette suspension?
Ben, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, donc je vais rester brève. C'est le Super Visa, donc je vous incite à aller sur le site d'Immigration Canada de IRCC ou faire seulement un petit recherche Google IRCC Super Visa et vous allez atteindre la page avec toutes les instructions sur comment procéder. Comme j'ai dit, vous devez être donc le fils ou le petit-fils ou fille du parent ou du grand-parent et il doit se trouver à l'extérieur du pays. Et vous devez être un résident permanent ou un citoyen. Là. Comme dans notre situation à nous, on ne pourrait pas demander le super visa pour ma belle-mère en attendant. On doit attendre que mon conjoint obtienne sa résidence permanente pour que lui, en tant que fils, puisse demander le super visa pour sa mère. Donc, si elle est ici en visite avant, elle devra retourner à Cuba pour qu'on fasse sa demande de super visa. Et ensuite de ça, si on l'obtient après visite médicale et tout, donc on pourra la faire revenir pour donc son visa visiteur sera super visa pour 10 ans et elle pourra rester enfin pour 5 ans au lieu des fameuses périodes de 6 mois là, qui sont toujours très courtes, qu'on doit prolonger, qu'on doit payer pour prolonger, c'est long, c'est compliqué. On doit faire des allers-retours, ça coûte cher, billets d'avion et tout. Donc le super visa permet aux parents au moins de rester pour une période beaucoup plus longue, donc c'est moins stressant et coûteux pour les familles. Eric, depuis Chicoutimi, pose la question suivante, et c'est l'avant-dernière. Nous avons déjà assez brûlé le temps qui nous était imparti. Quelle est la responsabilité des citoyens et des groupes de défense comme Québec Unifié dans un contexte de transition politique? À toi, Marie. Ben, je pense qu'on a la première grande responsabilité qu'on a, c'est de rester non partisans. On est évidemment habitué à travailler avec le gouvernement libéral au niveau fédéral parce que ils ont été nos interlocuteurs pendant la dernière année et demie, mais on est non partisans, nous ne sommes pas un organe du gouvernement, donc nous devons être prêts à travailler avec tout gouvernement de quelle que soit son orientation politique, donc on doit rester non partisans et pour ce faire, on a aussi la responsabilité donc de s'instruire, de bien comprendre qui sont les différents candidats pour éventuellement être en mesure de bien collaborer avec eux lorsque nous serons autour de la table pour essayer de régler là, les enjeux sur lesquels on travaille. Sophie, réponse pour Eric de Chicoutimi? Oui, rapidement, Eric. Donc, c'est ça, nous, on s'informe toujours en étant non partisans. Comme exemple, si au niveau du Québec, au niveau du provincial, on a déjà commencé à lire le plan d'immigration du Parti québécois, advenant qu'il devenait le prochain parti suite à la CAQ. Donc, on demeure toujours très informé et c'est le travail du citoyen aussi, c'est de demeurer très informé sur les futurs partis possibles, potentiels, donc autant au niveau du provincial que du fédéral. Donc, dans ce cas-ci, les tendances pourraient être le PQ et les conservateurs au niveau du fédéral. Donc, c'est de s'informer sur leur plateforme d'immigration, d'aller lire leur plateforme et de rester informé pour pouvoir développer des bonnes relations avec eux, avec leurs futurs chefs et députés, pour qu'on puisse garder des communications claires et ouvertes avec eux aussi. Dernière question, c'est Camille depuis Longueuil qui demande quels sont les principaux défis politiques qui attendent le successeur de Justin Trudeau, notamment en ce qui concerne la réunification familiale. Sophie d'abord. Ouf, ça va être un gros défi parce que donc je pense que Marie va pouvoir répondre mieux à ça, mais ça va être un vraiment très gros défi pour cette personne-là de discuter avec Monsieur Miller, le ministre de l'Immigration, sur la situation actuelle parce que beaucoup de programmes là ont été mis en suspens. Dernièrement le regroupement des parents et des grands-parents et ensuite beaucoup de programmes sur les travailleurs temporaires, etc. On a vu les mêmes choses au Québec. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions là à essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Il y a de l'insatisfaction de la population en général, il y a de l'insatisfaction de notre part, les gens qui sont concernés directement. Est-ce que vraiment il va y avoir des changements avant les prochaines élections? Je ne suis pas certaine. Marie, peut-être, pour en parler un peu plus. Marie? Je suis à peu près certaine qu'il n'y aura pas de changement avant les prochaines élections. Et puis, on sait que les machines gouvernementales sont aussi assez lentes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une période de transition où il ne se passera pas grand-chose le temps que le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, pose des gestes. Pour moi, le grand défi, surtout pour le regroupement familial auquel fera face le futur premier ministre du Canada, qui que ce soit,
ce sera vraiment de collaborer et comment je peux dire, non seulement de collaborer, mais aussi de bien nourrir une relation avec, entre autres, le gouvernement du Québec pour ce qui est de la crise du regroupement familial au Québec, parce que le gouvernement du Québec a une position extrêmement ferme, extrêmement dure, évidemment position avec laquelle Québec réunifié ne peut pas être d'accord parce que cette position nuit aux familles. Et c'est une position avec laquelle le gouvernement fédéral actuel n'est pas d'accord non plus. Est-ce que le successeur de Justin Trudeau va être en mesure de peut-être retramer sa relation de travail avec le gouvernement du Québec pour trouver des solutions et trouver une façon de vider l'inventaire pour que les familles soient réunies? C'est mon espoir. Je pense que dans ce contexte-là, un changement d'interlocuteur, ça peut être une très bonne chose. Ma mère dit toujours changement d'herbage réjouit les veaux. Je pense qu'on peut dire la même chose aussi au niveau des conversations politiques. Donc, des fois, changer d'interlocuteur, ça permet de rafraîchir le débat. Et je pense que ça va être le grand défi là, du prochain premier ministre du Canada, de travailler avec les provinces pour mieux répartir l'immigration en général et dans le cas du Québec, pour mettre fin à la querelle de compétences qui nuit aux familles quand même depuis 18 mois maintenant. C'est ce que prend fin notre émission de ce samedi 11 janvier 2025. Immigration FM dit merci à vous deux d'avoir honoré de votre présence ce grand rendez-vous médiatique. Bonne et heureuse année. Santé, 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 oui. Surtout santé. Oui. Toujours. Toujours la santé. À la régie d'Athènes, Ziggy, à samedi prochain si Dieu le veut. Merci à la régie pour leur patience. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Norbert. Merci Marie, merci Norbert.